Dans From, l'homme en jaune n'est pas le boss final et je peux le prouver. Dans l'épisode 8, il explique à Tabitha que si les habitants récupèrent les os et arrachent l'arbre, il pourrait provoquer une souffrance inimaginable. Mais cette phrase révèle quelque chose d'énorme. L'homme en jaune ne semble pas contrôler totalement ce qui va se produire. Il connaît le cycle, il connaît Tabitha et Jade depuis plusieurs incarnations, il sait comment manipuler les habitants, mais face à leur nouveau plan, il ne peut donner que deux possibilités. Soit les enfants sont libérés, soit quelque chose de bien pire arrive. Et c'est peut-être là le plus important. Et si tu veux découvrir les secrets cachés de ta série préférée, abonne-toi. Il ne lui dit pas vous allez perdre, il lui dit vous pouvez gagner ou réveiller quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc même lui ne semble pas certain de ce qui est enfermé sous Fromville. Et depuis le début, son comportement ressemble beaucoup moins à celui d'un dieu qu'à celui d'un parasite. Il ne crée rien, il récupère les restes, il arrache et collectionne les dents, il mange les corps abandonnés après les massacres, et symboliquement, il semble traverser les cycles en se nourrissant de ce que la ville produit, des corps, des dents, des souvenirs et de la souffrance. Son véritable pouvoir n'est peut-être pas d'avoir créé Fromville, c'est d'avoir compris comment y survivre éternellement. Et ça expliquerait pourquoi il joue plusieurs parties en même temps. D'un côté, il a obtenu le plan de Boyd avec les totems, et il transmet directement l'information aux monstres. Comme ça, ils savent exactement où attendre Kenny et comment bloquer ses refuges. Mais de l'autre, il essaye aussi d'empêcher les habitants d'aller trop loin dans leurs recherches. Il a besoin des monstres pour entretenir la peur et les massacres. Mais ça ne signifie pas qu'il travaille pour eux, il les utilise. Exactement comme il utilise les habitants. Parce que son véritable intérêt, c'est que le cycle continue. Et c'est là que le message des enfants du rituel devient beaucoup plus intéressant. On sait qu'ils doivent être sauvés, le garçon en blanc l'a expliqué, et Tabitha comme Jade reviennent depuis plusieurs vies parce qu'ils ont échoué à les libérer. Mais les enfants, eux, ne disent pas directement « sauvez-nous ». Le mot qu'ils répètent signifie « souvenez-vous », et cette différence est peut-être essentielle. Évidemment, ils peuvent demander à Tabitha et Jake de se souvenir du sacrifice, de leurs anciennes identités et de la promesse qui leur avait été faite. Mais si ce souvenir cachait également un avertissement, et si leur incarnation précédente avait découvert qu'il ne suffisait pas de libérer les enfants, qu'en allant jusqu'au bout, elle risquerait aussi de déclencher quelque chose de bien pire. Dans ce cas, le mot « souvenez-vous » aurait deux fonctions. Se souvenir de ce qu'ils doivent sauver, mais aussi se souvenir du danger lié à la manière de les libérer. Les habitants ne répéteraient alors peut-être pas seulement les mêmes erreurs depuis des siècles, en échouant avant la dernière étape, ils empêcheraient aussi le rituel d'atteindre son véritable objectif. Les enfants ont été sacrifiés, les monstres ont obtenu l'immortalité, mais quelque chose manque encore. Peut-être un dernier sacrifice, peut-être la récupération des os, ou peut-être la destruction de l'arbre qui ferme la chambre depuis le haut. Parce que lorsque Jade reconstitue la chambre du sacrifice, les racines ne ressemblent pas seulement à un passage, elles ressemblent aussi à une barrière. Et c'est là que la fonction de l'arbre pourrait être beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. On nous dit que cet arbre est né de l'espoir des enfants. Cet espoir a probablement créé une voie capable de conduire vers leur libération, et si l'espoir des enfants avait créé à la fois une sortie pour eux et un saut pour enfermer autre chose, l'arbre pourrait être la clé permettant d'atteindre les enfants, tout en restant la serrure qui empêche l'entité à l'origine du rituel de remonter. Les deux fonctions ne sont pas forcément contradictoires. Pour libérer les enfants, il faudrait ouvrir leur prison. Mais en ouvrant cette prison, les habitants risqueraient aussi de briser la dernière protection qui contient leur bourreau. Et cette entité ne peut probablement pas être l'homme en jaune. Une puissance capable de créer un lieu comme Fromville, de piéger les âmes, de modifier l'espace, de provoquer des réincarnations et d'offrir une vie éternelle ne devrait pas ressembler à un vieux charognard qui mange les restes dans la rue. Je ne dis pas que l'homme en jaune n'est pas puissant, il l'est clairement. On le voit quand il attaque Jim, on voit aussi qu'il est capable de donner des visions à Marielle et à plusieurs habitants, mais on va pas se mentir, il est aussi pitoyable. Il récupère les morceaux, il se nourrit après les autres pendant les massacres, il profite du système sans sembler en être le créateur. Et ce fonctionnement rappelle certains récits mythologiques. Dans la mythologie nordique, le roi On sacrifie ses propres fils à Odin afin de prolonger sa vie. Le sacrifice des enfants permet donc une forme de longévité surnaturelle. Mais celui qui reçoit cette longévité n'est pas la puissance suprême qu'il a accordée. Odin représente la force supérieure qui fixe les règles. Fromville pourrait fonctionner de la même manière. Si une entité supérieure a offert l'immortalité aux monstres, alors les monstres ont payé avec leurs enfants. Et l'homme en jaune s'est installé au milieu de ce système pour profiter éternellement des massacres. Il n'est pas Odin, il ressemble davantage à On, un être qui doit continuer à sacrifier ou se nourrir pour prolonger sa propre existence. Son intérêt à maintenir le cycle devient alors évident. Tant que les nouveaux habitants arrivent, tant que les monstres massacrent, tant que les morts restent prisonniers, alors l'homme en jaune possède une source infinie de corps, de dents, de souvenirs et peut-être d'énergie. Mais si les habitants brisent réellement ce cycle, ils perdent tout. Et s'ils libèrent l'entité suprême, ils risquent aussi de perdre la position privilégiée qu'il occupe dans la ville. Et c'est là qu'intervient un autre symbole présent depuis le début, les corbeaux.
Chaque nouvelle arrivée à Fromville est associée avec l'arbre qui bloque la route et ces oiseaux noirs qui observent la scène. On peut penser qu'ils sont simplement là pour annoncer que quelque chose de mauvais va arriver, mais ils pourraient être la signature de la véritable entité. Dans la mythologie irlandaise, la Morrigan est une figure liée à la guerre, au destin et à la mort. Elle apparaît souvent sous la forme d'une corneille noire au-dessus des champs de bataille. Elle ne tue pas nécessairement chaque victime de ses propres mains, elle annonce la mort, elle provoque la peur et elle pousse les combattants à la confusion. Puis, elle reste près des corps lorsque la bataille est terminée. Et l'une des figures qui lui sont associées, Babd, est parfois appelée la corneille de bataille. Elle répand la panique parmi les guerriers et annonce qui va mourir. Et c'est presque exactement ce que fait Fromville. Les habitants arrivent, les corneilles les observent, puis la ville les divise, elle transforme leur peur en violence, elle pousse Sarah à tuer, elle pousse Abby à tirer sur les habitants, et Henry à vouloir éliminer son ancre. Et bientôt peut-être Boyd et Jade à sacrifier leur propre groupe au nom d'une sortie. L'entité supérieure ne tue donc pas directement les habitants, elle les place dans une situation où ils accomplissent eux-mêmes les sacrifices. Les corneilles ne seraient pas alors seulement des oiseaux inquiétants, elles pourraient être ses propres yeux, les gardiennes de la frontière, ou même des créatures chargées d'accompagner les âmes vers le domaine où elles viennent d'être offertes. Et dans ce cas, l'arbre tombé prend lui aussi un autre sens. Il ne bloque pas simplement la route, il marque l'entrée dans le rituel. Les nouveaux habitants ne sont pas seulement coincés dans Fromville, ils viennent d'être sélectionnés. Les corneilles sont là pour constater leur arrivée, l'homme en jaune est là pour profiter de leur souffrance, mais la force qui contrôle réellement leur destin reste cachée. Et ça expliquerait aussi pourquoi l'homme en jaune parle constamment du prix de la connaissance. Il sait que la vérité peut conduire les habitants jusqu'à la chambre, il sait qu'ils finiront par comprendre que l'arbre ferme une ouverture, mais il sait également que lorsqu'ils arracheront cette serrure, ils ne libéreront pas seulement les enfants, ils libéreront aussi la puissance qui a créé ce marché, le véritable maître de Fromville. Donc ma théorie, c'est que l'homme en jaune ne cherche pas simplement à protéger son pouvoir, il essaye de préserver l'équilibre qui lui permet de survivre. Il joue contre les habitants pour éviter qu'ils quittent la ville, il joue avec les monstres pour continuer à profiter de leur massacre. Mais il joue peut-être aussi contre l'entité supérieure afin qu'elle reste enfermée. Parce que si cette entité est libérée, alors le cycle s'arrête. Et avec lui disparaît tout ce qui permet à l'homme en jaune de vivre. Les habitants pensent donc qu'ils vont briser le cycle, mais ils risquent de faire exactement l'inverse, en récupérant les ossements, en arrachant l'arbre, et peut-être en accomplissant le dernier sacrifice. Il pourrait être en train de terminer le rituel qui échoue depuis des siècles. L'arbre à bouteille n'est pas seulement une clé, c'est aussi une serrure. Il pourrait offrir aux enfants le passage nécessaire pour être libérés, tout en retenant quelque chose de bien pire derrière eux. L'homme en jaune n'est pas le maître de Fromville, c'est le parasite qui vit entre les victimes et leurs véritables bourreaux. Depuis le début, les corbeaux ne nous annoncent pas que de nouveaux habitants viennent d'entrer en ville, elles nous annoncent qu'ils viennent d'être offerts à quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas l'homme en jaune. Et pour toi, l'homme en jaune essaye de protéger seulement sa propre identité, ou tente-t-il réellement d'empêcher le véritable boss de Fromville d'être libéré? Abonne-toi et dis-moi-le en commentaire.